Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le grand entretien d'ici l'Europe à la Commission européenne. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie du commissaire chargé de la concurrence, Joaquín Almunia. Bonjour. Bonjour. Le 6 mars dernier, vous êtes illustré effectivement en adressant un avertissement sévère aux géants de l'informatique. Microsoft, assorti d'une amende de 561 millions d'euros pour abus de position dominante. D'autres cas, d'ailleurs, pourraient suivre dans d'autres secteurs. Vous êtes aussi le vice-président de la Commission européenne. Vous nous direz un petit peu quel est votre sentiment global sur la sortie de la crise de la zone euro. Mais on commence bien sûr avec Microsoft qui favorisait un navigateur précis, donc Explorer. La firme a plaidé pour l'erreur technique, mais vous ne l'avez pas cru. Non, c'est ce qui s'est passé, c'est que Microsoft s'était engagé à appliquer des remèdes pour des problèmes de concurrence, pour des problèmes d'abus de position sur le marché de browsers. Et les engagements qu'ils avaient pris et qui étaient légalement contraignants n'étaient pas appliqués dans une version de Windows. Et c'est cette manque d'application d'un engagement qui était contraignant du point de vue légal qui a provoqué cette amende. Alors justement, on va rappeler tout de suite comment cette amende record est arrivée pour Microsoft. Un rappel des faits et on regarde ces dernières semaines le film des événements pour la firme américaine. Bruxelles frappe fort. Une amende de 561 millions d'euros infligée à Microsoft. Le géant de l'informatique américain n'a pas respecté ses engagements. Offrir aux utilisateurs de Windows 7 le choix entre différents navigateurs Internet. Pas question d'imposer Internet Explorer. Google Chrome, Firefox ou encore Opera auraient dû être proposés. La Commission européenne dénonce un abus de position dominante. En clair, Microsoft n'a laissé aucune place à la concurrence. La décision d'aujourd'hui montre que Microsoft a commis une infraction en ne respectant pas ses engagements juridiques contraignants. Une telle violation est bien évidemment très grave et indépendamment du fait qu'elle soit intentionnelle ou non, cela demande une sanction. D'après l'enquête ouverte par la Commission, plus de 15 millions d'utilisateurs européens sont concernés. Pendant près de 15 mois, entre mai 2011 et juillet 2012, Microsoft aurait failli à l'obligation imposée par l'Union européenne en 2009. Aujourd'hui, dans un communiqué, la marque américaine reconnaît son entière responsabilité dans l'erreur technique qui a provoqué ce problème et promet d'éviter que cette erreur ou quoi que ce soit de similaire ne se reproduise à l'avenir. Car pour Microsoft, il s'agit bien d'une erreur. Ses ingénieurs auraient oublié d'intégrer cette option dans son nouveau logiciel. Ce n'est pas la première fois que Bruxelles épingle Microsoft. En près de 10 ans, l'éditeur américain a été sanctionné à 4 reprises. Le montant global de ces amendes se chiffre à plus de 2 milliards d'euros. Plus de 2 milliards d'euros déjà payés. Finalement, ça ne gênait pas tant que ça Microsoft sur les 8 dernières années. Est-ce que c'est vraiment dissuasif, ces amendes, quand même ? Bon, j'espère que ça sera... C'était la première fois qu'une compagnie qui avait engagé ce type de remèdes n'a pas appliqué les remèdes qu'ils s'étaient obligés à appliquer. J'espère que ça sera aussi la dernière fois, parce que c'est très important pour tout le monde. Si l'on arrive à un accord sur des remèdes, et ces remèdes sont légalement contraignants, il faut les appliquer. Monsieur le commissaire, l'organisme qui était chargé de contrôler que Microsoft, la compagnie, était effectivement bien dans le respect de ses engagements, c'était Microsoft, la compagnie. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine naïveté européenne aussi qui doit être dépassée ? Bon, je crois qu'on doit apprendre. J'espère que Microsoft va apprendre beaucoup de choses. Et j'espère aussi que chez nous, ce sont les instructions que j'ai données à mes services. Pour des prochaines occasions où l'on va arriver à des accords similaires, il faudra être très précis sur la façon de surveiller l'application. Par exemple, avec Google aussi, qui négocie des engagements pour justifier sa position dominante dans les moteurs de recherche. Et les discussions durent depuis des mois. Elles vont aboutir ? Oui, ce sont des discussions complexes. C'est la première fois que l'activité d'un moteur de recherche est l'objet d'une investigation du point de vue concurrence. On a l'intention, aussi bien de la part de Google que de la Commission,
d'arriver à un accord cette année, mais si l'on ne peut pas arriver à un accord, parce que nous considérons que les engagements que Google est en train de nous offrir ne sont pas suffisants, on va continuer jusqu'à la fin de l'investigation. Mais j'espère qu'on va arriver à un accord cette année. Des soupçons de cartels aussi du côté des banques. Alors des cartels pour manipuler des cours interbancaires. Là aussi, vous intervenez. Les banques ne sont pas très aimées aujourd'hui. Il y a des raisons réelles? Bon, ce n'est pas une question d'amour ou désamour, c'est une question de faits. L'on a reçu l'information très précise sur cette manipulation qui n'est pas seulement l'objet d'une investigation concurrence, c'est aussi l'objet des investigations de régulateurs des marchés financiers. Mais du point de vue concurrence, ce qui est pertinent, c'est d'analyser si l'accord entre les différentes banques pour cette manipulation a aussi comme conséquence l'établissement d'un cartel dont les participants tirent avantage en détriment de tout le reste des opérateurs financiers et des clients des banques et des entités financières. Et d'ailleurs, l'Union européenne, les États membres en particulier, ont beaucoup aidé les banques, sont allés au sauvetage des banques à hauteur de plusieurs milliards d'euros. Et en contrepartie, il devait y avoir un certain nombre de restructurations. Est-ce que vous veillez à ce qu'elles soient faites? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que les banques sont mieux disantes? Bon, tous les banques qui ont reçu de l'argent public depuis le début de la crise ont été l'objet ou sont en train d'être l'objet d'une négociation très très forte de notre part pour obtenir sa restructuration en échange de l'argent public qui est versé par les contribuables. Qu'est-ce que cela veut dire? Une restructuration veut dire de transformer les modèles de banque dans un modèle viable, de façon à qu'il n'ait pas la nécessité de ressources publiques dans le futur. Deux, il faut répartir les charges, les efforts pour financer cette restructuration. Ça ne doit pas être seulement les contribuables. Les contribuables sont les derniers dans la liste. Les premiers sont les actionnaires. Après, il vient un fonds de secours des banques, en fait, vous nous parlez. Ceux qui ont prêté l'argent aux banques. Il y a les disinvestissements des banques, etc. Et s'il n'y a pas l'argent suffisant avec tout cet effort de la part des actionnaires et des autres parties impliquées, ce sont les contribuables. Pourquoi? Parce que dans les banques, il y a la nécessité de maintenir en fonctionnement le système financier. Sans un système financier, sans un système bancaire qui donne des crédits aux entreprises et aux familles, il n'y a plus d'économie. Et troisième, il faut éviter que cet argent public soit utilisé par ceux qui reçoivent les ressources contre les autres banques qui n'ont pas la nécessité d'avoir des ressources. Mais elles jouent le jeu pour l'instant, vous avez l'impression, les banques? Oui, en général, oui. Ce sont des négociations difficiles, ce sont des négociations parfois même tendues, mais il faut dire que... Il y a un fort lobby bancaire quand même à Bruxelles. De l'application de plans de restructuration, dans la plus grande majorité des cas, je dois dire, est une application satisfaisante qui permet aux banques de ne plus recevoir l'argent public et de payer à nouveau aux États qui ont versé l'argent qu'ils avaient reçu auparavant. Il faut qu'ils remboursent. Monsieur le commissaire, sur l'étendue de votre mandat et sa nouvelle définition, notre partenaire, la Fondation Robert Schuman, voulait vous interpeller et elle le fait par la voix de son économiste Jean-Paul Bedbez. On l'écoute tout de suite. Monsieur le commissaire, bonjour. J'ai deux questions pour vous, dos preguntas. La première, c'est qu'à l'heure actuelle, vous avez des amendes plus importantes que vous envoyez en particulier aux sociétés américaines. C'est bien. Comment faites-vous? Est-ce que vous avez changé de méthode? La deuxième question concernant ce qu'on appelle le marché pertinent. Vous savez que quand on étudie la concurrence, il faut regarder le marché pertinent. Est-ce que vous savez un pays? Est-ce que c'est maintenant l'Europe? Ou est-ce que c'est de plus en plus le monde? Parce que mon sentiment, c'est que c'est au niveau mondial qu'on a regardé justement la concurrence. Est-ce que vous êtes en train de changer de philosophie de ce point de vue-là? Merci, monsieur le commissaire. Les critères pour calculer les amendes ont été établis en 2006 dans les lignes directrices sur les amendes. On tient compte de la durée de l'infraction, on tient compte de la gravité de l'infraction, on tient compte des autres circonstances. Et il y a la volonté politique maintenant de sanctionner? Non, il y a eu toujours la volonté politique de sanctionner. Depuis 2006, avec les nouvelles lignes directrices, ma collègue Nelly Cruz, quand elle était en charge de la concurrence,
à appliquer cette ligne directrice, je continue à le faire, et ça dépend de la gravité des cas pour que les amendes soient plus élevées ou moins élevées. Mais en tout cas, les amendes doivent punir ceux qui ont commis l'infraction et doivent dissuader les autres potentielles compagnies qui pourraient être tentées de faire une infraction, ils doivent être dissuadés. C'est l'objet de l'amende. Et je crois que nos amendes sont établies au niveau correct pour remplir ces deux objectifs. Et au niveau global, alors international il y a différents systèmes. Il y a d'autres autorités de concurrence dans d'autres pays en dehors de l'Union européenne qui ont aussi un système de amendes similaire au nôtre. Il y a dans certains pays, par exemple les États-Unis, où dans le cas des cartels, il n'y a pas une amende, il y a la prison. Il y a un système différent. Et pour l'autre question de M. Bedbès sur la dimension des marchés, c'est vrai qu'on vit dans une économie globale, mais pas tous les marchés pertinents sont déjà globaux. Il y a encore certains marchés qui sont seulement européens. Il y a certains marchés, même où grandes compagnies opèrent, qui encore, et malheureusement, je dois dire, restent nationales. Par exemple, le marché des opérateurs de téléphonie mobile, des smartphones ou des téléphones mobiles, continue à être national en Europe. Les régulations sont nationales, les prix sont établis au niveau national, le spectrum est alloué au niveau national. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et vous le surveillez donc. Mais parlons plus globalement justement du sort de la zone euro quand on voit un vote en Italie qui donne une situation politique quasi intenable avec la difficulté de former un gouvernement, avec la montée des populismes. Quelles leçons vous en tirez? Est-ce qu'il faut craindre d'ailleurs pour la stabilité de la zone euro avec les changements au niveau de cette troisième économie de la zone euro? Bon, bien sûr, tout d'abord, d'accord avec les intérêts des citoyens italiens. On est très heureux si l'on voit des solutions à la situation créée par cette difficulté de constituer un gouvernement en Italie après les élections. Il faut dire que l'Italie, c'est, comme vous le dites, la troisième économie de la zone euro. C'est une économie très importante. L'Italie est un pays fondateur de l'Union européenne. On est tous intéressés à aider les Italiens à résoudre ces problèmes, mais en tout cas, ce sont eux les premiers qui doivent décider comment les résoudre. Ce n'est pas à nous d'imposer des solutions aux Italiens, c'est à nous de les aider à trouver les solutions qui leur intéressent le plus à eux. Et s'ils sont capables de résoudre ces problèmes, l'Europe, et en particulier la zone euro, va être très heureux. Mais le président François Hollande a dit par exemple que le pire de la crise était derrière nous. Aujourd'hui, on peut se reposer la question, est-ce que ça ne risque pas un redémarrage de la crise de la zone euro si une économie comme l'Italie vacille, l'Espagne aussi, votre pays? Non, je crois que la zone euro, qui avait les problèmes majeurs de l'intégrité, les doutes sur l'intégrité de la zone euro, jusqu'à juin 2012, jusqu'à juin l'année dernière, où l'on mettait en question la possibilité de la Grèce de rester à la zone euro ou d'autres pays qui pourraient sortir de la zone euro, ce n'est plus le cas. Maintenant, grâce aux décisions qui ont été adoptées par les leaders, par les institutions européennes, par l'Eurogroupe, par les chefs d'État et de gouvernement de la zone euro, l'intégrité de la zone euro n'est plus en question et ça c'est une très bonne nouvelle pour nous tous. Ce qui ne veut pas dire que dans certaines économies de la zone euro, il n'y a pas une situation difficile, parce qu'il y en a. Une situation encore très difficile à la Grèce, à Chypre, à l'Italie, en Espagne. Votre pays, 25% de chômage, chômage des jeunes, presque un jeune sur deux. Effectivement, est-ce que c'est tenable que ces cures d'austérité à répétition, est-ce qu'on est allé trop loin dans cette logique? Bon, je crois qu'il faut faire beaucoup de choses en même temps et c'est difficile de trouver la combinaison qui est capable de résoudre mieux tous les problèmes. Parce qu'on a les problèmes, comme vous le dites, les problèmes principaux du chômage, et en particulier le chômage des jeunes. Cela a une origine dans la manque de croissance, à la récession, mais sans résoudre les grands déséquilibres économiques d'une économie comme l'économie espagnole, on ne pourra pas avoir la croissance. Avec une dette publique et privée qui monte chaque fois plus, on ne peut plus avoir la croissance. Alors il faut réduire le niveau d'endettement et en même temps ne pas tuer les possibilités d'investissement et de création de demandes
pour avoir la croissance et pour obtenir des emplois. Un déficit qui n'a pas tenu d'ailleurs ses promesses non plus. En Espagne, il devait être en dessous à 6,3%, il est plutôt à 7%. Est-ce que vous dites il faut un peu une pause dans les demandes de la Commission européenne? Non, il devait être à 6,3%, il est à 6,7%. Je crois que l'effort de réduction des déficits qui a été fait par l'Espagne dans les 3 dernières années, c'est impressionnant. Mais les conditions économiques sont encore très difficiles et il faut continuer d'un côté à faire des efforts d'ajustement budgétaire, de consolidation de la dette, de réformes structurelles et en même temps, dans la mesure où on est en train de faire un effort très, très grand, on est en mesure de demander les autres pays de l'Europe et les institutions européennes une compréhension de ces efforts et une solidarité. Alors effectivement, en Espagne aussi des inquiétudes à propos d'un scandale de financement du Parti populaire, qui est le principal parti, etc. Est-ce que vous croyez que on a une classe politique qui est affaiblie et que effectivement ça affaiblit le pays? Bon, je crois que dans beaucoup de pays, pendant ces crises, et pas seulement dans les pays qui souffrent le plus les conséquences de la crise, mais dans d'autres pays aussi, ce qu'on peut dire le nord de l'Europe, on souffre d'un manque de compréhension entre les citoyens et les institutions. Et dans les institutions, il y a tous les leaders politiques et les responsables politiques. Cette crise a créé beaucoup de problèmes et il y a un manque d'explication, un manque de compréhension de pourquoi il faut faire autant d'efforts, pourquoi il faut être solidaire avec ceux qui souffrent le plus, pourquoi. Je crois que, étant donné les difficultés de la situation économique et sociale, du point de vue politique... C'est la classe politique qui doit se réformer, vous dites, et faire des efforts pédagogiques. J'aime pas du tout parler des classes politiques parce qu'il y a des gens qui le font mieux et des gens qui le font moins bien dans le niveau politique. Mais il faut faire un effort d'explication et de responsabilité. Et une des premières responsabilités d'un leader politique ou d'un parti politique, c'est d'être honnête et de ne pas avoir des cas de corruption autour de lui. Merci à vous, en tout cas, d'avoir fait cet effort d'explication à notre rencontre. Merci à vous d'avoir suivi ce programme. Vous restez bien sûr sur notre antenne pour plus d'informations. À très bientôt sur France 24.